Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. Le 23e Forum économique international tire à sa fin à Saint-Pétersbourg, en Russie. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan y prend part. La journée d'hier vendredi était consacrée à une table ronde sur la coopération entre la Russie et l'Afrique, précisément les modalités de développement et de consolidation de ce partenariat. La Côte d'Ivoire renforce aussi sa coopération parlementaire avec le Sénégal. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, est à Dakar. Après la rencontre avec son homologue sénégalais, il a été reçu par le président Macky Sall. Il était porteur d'un message d'amitié et de fraternité du président de la République, Alassane Ouattara. Ce 8 juin est dédié aux océans, c'est la journée mondiale. En Côte d'Ivoire, la célébration officielle s'est déroulée à Azureti, à Grand-Bassam. Le ministre Joseph Seka invite les populations à nettoyer les plages, à lutter contre la pollution des fonds marins et la prolifération du plastique. Enfin, au Togo, les recours se multiplient devant la Cour suprême. Les élections municipales du 30 juin se précisent. Cependant, si les recours devant la Cour suprême sont rejetés, dans le Grand Lomé notamment, des listes et non des moindres pourraient ne pas y participer. Soyez les bienvenus sur RTI 1. N'oubliez pas votre rendez-vous culturel de samedi. Nous parlerons peinture ce samedi avec l'un des artistes les plus doués de sa génération. Oussou Justin est enseignant, artiste, graphiste et peintre. Le concepteur de l'art kangourou peint depuis plus de 30 années. Il a à son actif plusieurs expositions. Il a aussi glané des prix. Et ce soir, il nous dira l'importance de la peinture dans la société et nous dévoilera surtout les secrets de sa longévité et de ses succès dans ce métier. Bonsoir, monsieur Oussou Justin. Bonsoir, madame. Alors, l'art pictural est une passion que vous vivez depuis plus de 30 ans. Qu'est-ce qui vous inspire? Je m'inspire de la vie quotidienne, des scènes de marché, de l'environnement. Et c'est ce qui me permet de peindre et de pouvoir exprimer ma passion picturale. Et justement, vous peignez plusieurs thématiques. Nous allons en parler dans la page culture. Ce sera dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure, monsieur Oussou Justin. Vous restez pour le moment avec nous. On va se rendre à Saint-Pétersbourg, en Russie, qui abrite le 23e Forum économique international. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan prend part à l'événement au nom de la Côte d'Ivoire. La Russie qui accueille le forum veut créer un nouveau cadre de coopération avec le continent africain. Hier vendredi, s'est tenue une table ronde consacrée aux modalités de développement et de consolidation de ce partenariat. Awa Touré, notre envoyé spécial. La Russie veut contribuer à la transformation structurelle de l'économie africaine. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a participé à une table ronde pour fixer le cadre de cette coopération. Une rencontre qui se tient dans un contexte de croissance des économies africaines. Une croissance qui, malheureusement, n'est pas encore inclusive. Pour le vice-président Daniel Kablan-Duncan, il faut agir et vite. L'Afrique se doit donc d'agir vite afin de favoriser le développement d'une épargne intérieure, d'un secteur privé national et international créateur d'emplois et de richesses. Sur ce nouveau vaste marché porteur, connaissez la ZLECA, la zone de libre-échange de l'Afrique, devrait éclore des champions nationaux, gage de développement plus endogène et de progrès économique et social plus inclusif. Pour ce faire, et selon nous, les principaux défis à relever par l'Afrique sont les suivants. Premier, ce rapport aux réformes structurelles et sectorielles profondes, condition indispensable pour créer un environnement favorable aux investissements privés, nationaux et étrangers et assurer une croissance forte et durable. Deuxièmement, l'accélération du capital humain et du bien-être de chacun, car nous savons tous, il n'est de richesse que d'hommes. Le troisième défi concerne l'accélération de la transformation structurelle des économies africaines par une industrialisation et une diversification plus poussée. Pour notre part, ce sont les réponses pertinentes à ces défis qui doivent constituer l'architecture du prochain cadre de coopération entre la Russie et les États africains.
La Fédération de Russie et l'Afrique disposent ainsi d'un vaste champ de coopération à explorer, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'électrification et de l'agriculture. Le sommet prévu pour se tenir en octobre devrait jeter les bases de cette coopération. Et nous restons à Saint-Pétersbourg où le vice-président Daniel Kablan-Duncan a pris part à la séance plénière du Forum économique international tenu également ce vendredi 7 juin. Le développement durable et la coopération étaient au centre des communications des intervenants, notamment le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. On retrouve notre envoyé spécial à Ouattouré. Les représentants de 120 pays et plusieurs chefs d'État et de gouvernement, au rang desquels le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, représentant le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, à la plénière du Forum économique international de Saint-Pétersbourg. L'occasion pour le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, de faire un état des lieux de l'économie mondiale. Pour lui, l'architecture de l'économie internationale a radicalement changé depuis la fin de la guerre froide avec des modèles de développement qui ont montré leurs limites. Le rôle de nouveaux moteurs du développement des technologies de l'information et de la communication n'est pas encore efficace. De plus, le modèle de mondialisation correspond de moins en moins aux réalités. Invité d'honneur de cette 23e édition du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, le président de la Chine, Xi Jinping, a dit l'attachement de son pays au développement durable. En témoigne l'ouverture de la route de la soie qui s'inscrit dans les objectifs du développement durable, avant d'ajouter qu'il faut combiner les efforts en vue de construire l'économie mondiale afin de créer les conditions d'une concurrence loyale. L'agenda 2030 des Nations Unies et ses 17 objectifs représentent un cadre stratégique pour le développement durable. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, au terme de la rencontre, a fait le point sur les actions engagées par la Côte d'Ivoire pour l'atteinte des objectifs du développement durable. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, en ce qui concerne le développement durable, vous savez que le président de la République a fait prendre une série de mesures, notamment dans le domaine de la forêt, avec le projet RED+, avec le projet de cacao ami de la forêt, etc., de manière à ce que l'impact que le climat a sur le développement s'amenuise au fil du temps. Donc les choses s'améliorent au niveau de la Côte d'Ivoire. Il a demandé aussi que nous puissions pousser l'énergie solaire en Côte d'Ivoire, de manière globale les énergies renouvelables, pour que les énergies renouvelables jouent un rôle beaucoup plus important. Je crois qu'actuellement on a 65% au niveau disons de l'énergie thermique et 35% pour l'énergie renouvelable. Il a demandé qu'on inverse la situation d'ici une dizaine d'années. On est sur le chemin de le faire. Ce que nous souhaitons, nous, pays en développement, c'est qu'on puisse prendre davantage en compte les besoins des pays en développement, notamment dans les domaines du développement du capital humain, dans le domaine de l'industrialisation, dans le domaine, disons, des infrastructures et dans le domaine des financements innovants. Je crois que si ces éléments sont pris en compte, il y a des chances que l'Afrique puisse devenir, comme on l'a indiqué en conclusion, la nouvelle frontière de développement. Le vice-président s'est par ailleurs félicité du fait que les dirigeants du monde mettent le développement de l'économie mondiale au cœur de leurs actions. Et à l'issue de ce forum économique international tenu à Saint-Pétersbourg en Russie, le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan a mis le cap ce samedi sur Genève. Il va prendre part à la 108e session de la conférence internationale de l'OIT. Les questions inscrites à l'ordre du jour de cette session, violence et harcèlement dans le monde du travail et la célébration du centenaire de l'Organisation internationale du travail. Je vous fais à présent lecture d'un communiqué du gouvernement ivoirien qui nous est parvenu ce vendredi. Il est ainsi libellé. Déclaration du porte-parole du gouvernement. Recevant une délégation de son parti politique en sa résidence de Daoukro le mercredi 5 mai 2019, M. Aimé-Henri Konan Bédié, ancien chef de l'État et président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI, a tenu les propos suivants. On fait venir des étrangers armés qui sont stationnés maintenant dans beaucoup de villages.
Il faut simplement que nous soyons conscients, car le moment venu, nous agirons pour empêcher ce hold-up sur la Côte d'Ivoire sous le couvert de l'orpaillage. D'autres ont fait venir clandestinement, surtout dans la commune d'Abobo. Les gens rentrent, on leur fait faire des papiers. Nous avons fait venir des étrangers dans nos plantations de café, de cacao, et ensuite, les gens se sont installés à leur propre compte et aujourd'hui, ils agressent les planteurs ivoiriens et se disputent même la propriété des terres. Il faut que nous réagissions pour que les Ivoiriens ne soient pas étrangers chez eux, car actuellement, on fait en sorte que l'Ivoirien soit étranger chez lui. Mais les Ivoiriens n'accepteront jamais cela. Ces propos d'une extrême gravité appelant à la haine de l'étranger sont de nature à mettre en péril, au-delà de la paix et de la cohésion sociale, l'unité nationale et la stabilité du pays. Cette déclaration intervient à un moment où plusieurs localités du pays sont secouées par des violences intercommunautaires qui se sont soldées par des morts, des blessés, des dégâts matériels importants, ainsi que par des déplacements de populations en détresse humanitaire. Le gouvernement tient à rappeler que l'instrumentalisation de la haine de l'étranger par le président Henri Konan Bédié et les dérives qui en ont résulté ont été à la base des différentes crises que notre pays a connues depuis le décès du président Félix Houphouët-Boigny en décembre 1993. C'est pourquoi le gouvernement condamne cette sortie qui n'honore pas son auteur, qui ne doit pas méconnaître les obligations liées à son statut. Le gouvernement tient à rappeler à tous que le racisme, la xénophobie, le tribalisme et la discrimination raciale ou religieuse sont constitutifs d'infractions prévues et punies par la loi pénale. Fait à Abidjan, ce 8 juin 2019, signé de Sidi Tiemoko Touré, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Bientôt, une cérémonie d'hommage et de reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, sera organisée à Diabo. Les populations s'activent donc pour les préparatifs. Elles veulent exprimer leur reconnaissance pour les actions de développement dans leur localité. Et les cadres et la chefferie viennent de tenir justement une réunion pour la réussite de cet événement. Kwadi Kwame. À l'appel du tam-tam parleur, le foyer Nana Amanidoa de Diabo, point de convergence de tous les chefs des deux cantons Glo, sous la direction de Nana Baté Thomas. Les têtes couronnées, les organisations de femmes et les structures de jeunesse du canton Glo se rassemblaient pour écouter les cadres du terroir pour le message à eux délivrer. C'était d'abord de s'entendre sur l'organisation d'une manifestation de remerciement au chef de l'État pour tout ce qu'il fait pour le canton Glo. Vous savez qu'on est dans un environnement politique qui évolue favorablement avec la naissance du RHDP. Beaucoup de sons de cloche ont été entendus par nos parents. Il était bon qu'on vienne leur dire notre part de vérité sur ce qu'est le RHDP et pourquoi est-ce qu'ils doivent accompagner le chef de l'État dans cette nouvelle aventure. Le retour est favorable. Les participants à la rencontre sont réceptifs au message annoncé. Ces fils qui sont partis et qui sont venus nous donner ce message, nous leur disons merci. Merci pour le message. Ce que nous n'avons pas appris et ce qu'on ne connaissait pas, c'est ce qu'on nous a informé. Le RHDP, c'est un parti de paix. Donc aujourd'hui, nous sommes pour le président Alassane Ouattara. La date de la cérémonie d'hommage, de reconnaissance et de remerciement au président de la République reste à déterminer. Une cérémonie que toutes les composantes de la société souhaitent grandiose et qui fera date dans l'histoire de ces terroirs. Le mouvement Génération Gagnante poursuit sa tournée dans le pays. Une mission a mis le cap sur Issia. Elle invite les populations à s'impliquer dans le développement local. La délégation est conduite par le coordonnateur régional du Haut-Sassandra et les populations d'Issia, vous allez le voir, s'engagent à relayer les messages de paix et de développement. Le reportage de Kadès Sogodogo. Antoine Nizako, le coordonnateur de Génération Gagnante dans le Haut-Sassandra, est accueilli à la salle des fêtes d'Issia, la cité du Zagoté, terroir commun des peuples Bété et Niabois. Génération Gagnante est née pour être à l'écoute des populations, s'enquérir de leurs besoins immédiats en vue de les satisfaire pour une Côte d'Ivoire résolument tournée vers son développement. Voici en substance le message à livrer à Issia. Les personnes qui sont aux affaires actuelles ont réfléchi une nuit et petit à petit, ça a forcé la situation pour dire, écoutez, il y a trop de politique dans ce pays.
Toi, de telle partie, on te prend. Toi, de telle autorité qui ne fait pas la politique, on te prend. On va réfléchir sur un mouvement pour atteindre toute la Côte d'Ivoire, expliquer ce qui a été fait et développer ce qui reste à faire dans les autres contrées. Après des échanges, Génération Gagnante pourra faire son lit à Issia. Les populations accueillent avec joie ce mouvement citoyen. C'est une association qui vient à l'aide de la population. Pour moi, c'est une bonne chose. Prochaine étape, va-voix. Génération Gagnante continue donc de tisser sa toile. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, est en déplacement à l'étranger. Il est au Sénégal pour renforcer la coopération parlementaire entre les deux pays. Après la rencontre avec son homologue sénégalais, il a été reçu par le président Macky Sall. Amadou Soumaoro était porteur d'un message d'amitié et de fraternité du président de la République, Alassane Ouattara, au peuple sénégalais. Moussa Konaté depuis le Sénégal. Les portes du palais présidentiel du Sénégal à Dakar s'ouvrent pour Amadou Soumaoro. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est reçu par son Excellence Macky Sall, le chef de l'État sénégalais. Le patron de l'hémicycle ivoirien est porteur d'un message du président de la République Alassane Ouattara à son homologue du Sénégal. Le chef de l'État ivoirien m'a chargé de transmettre au président Macky Sall sa fraternité sincère. Il ne pourra en être autrement que lorsque nous sommes à Dakar, qu'on vienne témoigner non seulement la fraternité du président Alassane Ouattara à son frère, le président Macky Sall, mais aussi l'amitié entre les Ivoiriens et le peuple sénégalais. La Côte d'Ivoire et le Sénégal entretiennent de bonnes relations bilatérales. Les deux pays continuent de renforcer leurs liens d'amitié et de coopération. Et ici en Côte d'Ivoire, le secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État a présenté aux magistrats de la Cour des comptes les grandes lignes du budget programme. Moussa Sanogo leur a expliqué les innovations contenues dans ce budget programme qui entre en vigueur le 1er janvier prochain. On en sait plus avec Jean-Luc Bambo. Le secrétaire d'État Moussa Sanogo poursuit ses séances d'explication du budget programme, un des principaux axes de la réforme des finances publiques ivoiriennes. Après les sénateurs et les députés, le mois dernier, ce sont les magistrats de la Cour des comptes qui ont pu s'instruire sur les grandes articulations de ce nouveau mode de gestion des finances publiques. Cette réforme des finances publiques vise à offrir une meilleure visibilité dans les choix budgétaires et elle vise également à accroître l'efficacité de la dépense publique ainsi qu'à améliorer le service public rendu aux citoyens. Elle renforce enfin les prérogatives des organes de contrôle externe que sont le Parlement et votre illustre institution, la Cour des comptes. Le basculement au budget programme est prévu pour janvier 2020 et pour le secrétaire d'État, la Cour des comptes jouera un rôle déterminant dans sa mise en œuvre. La Cour des comptes aura un rôle majeur dans le nouveau processus budgétaire. Surtout, il y aura un renforcement de son action de contrôle et puis sa capacité d'appréciation des performances des différents ministères. Elle va avoir un rôle extrêmement important là-dessus pour savoir un peu si les objectifs qui ont été fixés ont été atteints et si la dépense publique s'est faite à bon escient. Le budget programme préconise une nouvelle approche de l'élaboration et de l'exécution du budget. Celle-ci met l'accent sur les priorités de moyen et long terme associées à des objectifs de résultats. Contrairement au budget annuel, le budget programme sera élaboré et présenté pour une période de 3 ans. Le secrétaire d'État chargé de la promotion des PME, Félix Anoblé, était cette semaine l'invité de la tribune de l'AIP. C'est un espace d'échange et d'information sur les questions de développement. Et il s'est prononcé sur le rôle des PME dans l'économie nationale et les stratégies mises en place par le gouvernement pour qu'elles prennent une part active dans le PIB. Nadia Ega, Jean-Jacques Wambiala. Invité de cette tribune de l'agence ivoirienne de presse AIP, Félix Anoblé, secrétaire d'État chargé de la promotion des PME, a présenté la politique du gouvernement en matière des PME. Un projet phare, le programme FENIS, qui va mobiliser 83 milliards de francs CFA pour le financement et l'encadrement de plusieurs entreprises. Nous avons pu accompagner les femmes à travers
travers un fonds de 5 milliards de francs CFA. Il y a aussi eu la signature d'une convention pour le financement des entreprises de façon générale, pour un montant partant de 5 millions à 100 millions de francs CFA. La signature tout dernièrement d'une convention de 350 milliards en 4 ans pour accompagner les PME, mais à côté de ce financement, mettre en place une maison appelée la maison des PME qui va accueillir l'ensemble des acteurs. Des acquis à consolider d'ici 2020 avec l'opérationnalisation d'un observatoire et une plateforme électronique des PME, la création de fonds de soutien et de postes d'encadrement dans les collectivités locales, mais surtout la mise en place d'un dispositif pour les entreprises de taille intermédiaire et TI. C'est la première vague d'entrepreneurs ivoiriens qui ont démarré dans la PME et qui aujourd'hui se retrouvent donc dans la catégorie intermédiaire. Il faut pouvoir réfléchir à une politique pour les accompagner et faire d'elles des grandes entreprises. Toute une politique sera déployée pour que d'ici fin 2020, nous ayons un minimum de 200 petites entreprises ou petites industries dans nos communes. La politique gouvernementale vise à faire des PME le socle de l'économie nationale. À ce jour, ce secteur représente 23% des emplois et contribue à environ 20% du produit intérieur brut PIB. Nous sommes le 8 juin aujourd'hui, c'est une journée dédiée aux océans. Cette journée mondiale a été célébrée dans notre pays à Azurity, à Grand-Bassam. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Joseph Seka Seka, invite les populations à nettoyer les plages, à lutter contre la pollution des fonds marins et la prolifération du plastique. Issa Tchonayeo. Azurity, Grand-Bassam, ce samedi, jour de la célébration de la journée mondiale des océans. Les populations sont à la tâche pour nettoyer la plage. Une initiative encouragée par les responsables du ministère de l'Environnement et du Développement durable. L'état de nos océans est tel que nous ne pouvons nous accorder aucun répit. Pollution en tout genre. Et j'en profite pour mettre les jeunes d'Azurity en mission, afin que la prochaine fois, quand nous venons ici, on ne voit pas les restes de sargasses. Donc je vous exhorte, jeunes d'Azurity, à vous munir de balais, de pelles, de râteaux, afin de rendre ce site-là un peu plus agréable pour vous-même et les touristes aussi qui viendront visiter votre village. Cette année, les femmes occupent une place de choix dans la célébration de cette journée à travers le thème « Genre et océan ». Occasion pour le ministre de l'Environnement et du Développement durable de les sensibiliser sur les dangers à fumer le poisson sur du charbon. Une équipe de chercheurs de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody a trouvé que 50% des femmes sont atteintes de maladies respiratoires et 10% ont perdu leur empreinte digitale à force de tourner manuellement le poisson au four. 17% de femmes souffrent de la fièvre typhoïde ou de tension artérielle. Ces résultats ont été obtenus après une année d'analyse des données collectées sur les sites de fumage de poissons à Abobo-Doumé, Grand Laou, Gestabo et auprès des femmes fumeuses et non fumeuses des communautés de pêche. Les femmes, particulièrement celles de notre pays, et plus spécifiquement nos mamans et nos sœurs d'Azurity, à Grand-Bassam, par leur impact certain sur l'alimentation des grands publics, peuvent jouer un rôle important aussi bien dans la préservation des ressources de l'océan que dans l'orientation des comportements vers une consommation durable des produits de la mer. Elles méritent donc qu'une attention particulière leur soit accordée à l'effet de garantir les moyens de subsistance tant pour nos populations d'aujourd'hui que pour les générations à venir. Cette célébration de la Journée mondiale des océans a permis aux autorités de visiter les mareyeuses sur leur lieu de travail. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Pascal Kwaku-Abina, et le ministre des Sports, Paulin Danho, ont procédé à l'inauguration du centre social d'Abobo-Doumé dans la commune d'Atekoubé. Une action qui s'inscrit dans le cadre du PSGouv, le programme social du gouvernement, et qui bénéficie justement aux populations, notamment les couches vulnérables. Pierre Dipomélin, Eugène Atoubé pour le reportage.
Un centre social composé de 8 bureaux, une salle de réunion, un hall pour la pesée et la vaccination. Le tout bâti sur 800 mètres carrés au profit des populations d'Abobodomé dans la commune d'Atekoubé. L'inauguration de cet ouvrage a été faite en présence du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale Pascal Kwakwa-Binan et du ministre des Sports Dao Paulin Claude, maire de la commune d'Atekoubé. Cette réalisation s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement. Ces structures de protection sociale jouent un rôle de premier plan dans la sensibilisation pour le changement de comportement des populations. C'est cette volonté de matérialiser la vision du chef de l'État en matière de renforcement de l'action sociale qui est à l'origine du programme social du gouvernement PS-Gouv. Nous avons beaucoup de souffrances au niveau des familles et des repères des jeunes. Nous avons donc besoin d'un centre pour encadrer la jeune fille et donner de l'espérance. Faire en sorte que les chefs de village, de communautés, les associations de femmes et de jeunes puissent venir ici partager leur solidarité, leurs espoirs, mais aussi toutes leurs inquiétudes. Le centre social attendu par la population offre de nombreux services, notamment des prises en charge mère-enfant ainsi que des personnes défavorisées. Les populations au centre social ne payent rien, ils viennent, ils exposent leurs problèmes. On essaie de voir ce qu'on peut faire. Quand ça dépasse notre compétence, on les oriente vers les structures qui sont adaptées. Le programme social du gouvernement prévoit la réhabilitation et l'équipement des 98 centres sociaux que compte le pays afin d'apporter de meilleures prises en charge aux populations vulnérables. Pour entretenir celui d'Abobodomé, du matériel de salubrité a été offert aux différents chefs de village. Plus loin à l'intérieur du pays, les femmes étaient à l'honneur à Koko, un village de la région du Poro. C'est la première édition de la journée de la femme productrice de karité. L'initiative est de l'Union des associations pour le développement des savanes et son objectif est clair, faire connaître les produits de ces femmes en vue de leur autonomisation. Ami Sissoko. Comment autonomiser les femmes productrices de beurre de karité de Koko, village situé à plus de 40 km de Korogo. Bien qu'étant l'une des activités principales génératrices de revenus des femmes, les techniques de production du beurre de karité demeurent artisanales. La problématique de leur épanouissement à l'origine de la première édition de la journée de la femme productrice de beurre de karité, une initiative de l'Union des associations pour le développement des savanes, UADES. Pour les amener donc à se conformer aux exigences de la certification en vue de conquérir de nouveaux marchés, l'UADES décide de bâtir un centre de traitement d'amandes de karité pour les femmes de Koko. Le coup d'envoi des travaux est donné ici par son président, Gaussou Silué, et des membres du conseil régional du Poro. Nos femmes se battent, c'est ce qu'elles vendent pour pouvoir s'acheter souvent de quoi manger, de quoi se vêtir, quand même que les maris sont là. C'est grâce à ces amandes-là qu'elles arrivent aussi à scolariser donc leurs enfants. Les amandes de karité sont des produits que nous devons valoriser, que nos femmes doivent continuer donc à produire et à vendre. Le centre de traitement d'amandes de karité de Koko sera bâti sur une superficie de 2 hectares et va coûter plus de 7 millions de francs CFA aux initiateurs. Une action plus que salutaire pour les bénéficiaires. Nous sommes vraiment contentes d'avoir un centre dans notre village, un centre de beurre de karité. Bon, ça va nous permettre de changer notre condition de vie. Nous sommes maintenant un groupement, on peut travailler ensemble. Cette double cérémonie, festive et solennelle, a enregistré la présence de l'association Sœurs, productrice de beurre de karité de Petit Paris de Korogo. Elles sont venues obtenir un partenariat pour la fourniture d'amandes de karité, car la zone de Koko possède à elle seule 60% des arbres de karité de la région du Poro. À l'étranger, au Togo, les recours se multiplient devant la Cour suprême. Les élections municipales du 30 juin se précisent 32 ans après le dernier scrutin de 1987. Cependant, si les recours devant la Cour suprême sont rejetés, par exemple dans le Grand Lomé, des listes et non des moindres pourraient ne pas pouvoir y prendre part. Nous sommes samedi, place maintenant la page culture. Nous
Nous démarrons avec la styliste Ouli Pat qui a célébré ce vendredi 7 juin ses 15 ans de carrière dans le monde de la couture à travers un défilé ayant pour thème collection signature. Et la styliste, vous allez le voir, valoriser le pagne tissé également d'autres régions de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Et ce défilé a enregistré la participation de plusieurs stylistes de la sous-région. Issa Chonayeo. Donner de la valeur au pagne tissé ivoirien et africain. La styliste Patricia Ouli, connue sous le nom de Ouli Pat, s'est donné cette tâche depuis 15 ans. Au cours de la 6e édition de Yorodei, Festival du pagne africain, elle a montré son doigté magique à travers plusieurs modèles. Le pagne tissé n'était pas assez valorisé. Et depuis 2013, vu les années, on a commencé à le valoriser. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup d'engouement. Aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent le pagne tissé. Il y a aussi d'autres événements qui se créent en fonction du pagne tissé. Ce festival ouvert sur le reste du continent a vu la participation de plusieurs stylistes venus des autres pays africains. La mode africaine, elle a rempli tous les critères aujourd'hui. Même les Européens s'inspirent de nous. Un défilé salué par le public et la marraine de la cérémonie. Ce secteur-là, qui est un secteur qui n'est pas du tout évident, il était important pour nous d'apporter notre soutien, d'être à ses côtés et de lui démontrer que dans le secteur de la mode, elle n'est pas seule, qu'elle est accompagnée. Et que son combat pour la valorisation du pagne tissé est très important surtout. Bravo à elle, bravo pour sa constance. Bravo pour sa créativité, elle a vu de très très belles choses et je lui souhaite encore 15, 30, 40, 45 années de mode. J'ai adoré ce magnifique défilé en pagne tissé. C'est vrai que ce sont les pagnes de chez nous, mais ce sont des pagnes qui mettent les gens en valeur et on adore tout simplement. Cette 6e édition de Yorodei a été également l'occasion pour plusieurs stylistes ivoiriens pas connus du grand public de montrer leur savoir-faire. Voilà, on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. On vous retrouve, monsieur Ousso Justin. Vous êtes également pagne tissé. Oui, de quelle effectivement, région? c'est la région de Boaké. C'est un pagne baouli. Et un pagne qui vous va à merveille. Merci. Alors ce soir, vous êtes avec nous, on va parler peinture. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes enseignant, artiste, graphiste et peintre. Dites-nous, quelle est la différence entre le graphiste et le peintre? Bien. La différence est simple. Le graphiste, quand il crée, c'est le maillon d'une chaîne. Donc quand le graphiste crée, il a une commande. Il crée et sa création va à l'imprimerie. Et lorsque c'est imprimé, ensuite ce sera diffusé. Donc quand vous voyez les panneaux publicitaires, les brochures, les journaux, les prospectus sont faits par les graphistes. C'est le spécialiste de la lecture de l'image, la conception des lettres. Donc il est différent du peintre. Il est différent du peintre. Maintenant, en ce qui concerne la peinture, le peintre, on dit dans le jargon que c'est un acrobate sans filet. Donc il va peindre ses émotions, il va peindre ce qui lui plaît, il va s'inspirer par exemple de la nature et lorsque le public aime ce qu'il fait, il partage cette passion avec le public et le public achète. Et justement, vous peignez également des sujets. Vous vous intéressez spécialement à l'environnement. Pourquoi pas d'autres sujets comme l'éducation, par exemple, d'autres sujets, mais l'environnement? Je ne peins pas que l'environnement. Je peins les scènes de la vie quotidienne. Mais c'est votre sujet clé. Oui, mon sujet de prédilection, c'est l'environnement. Vous n'êtes pas sans savoir que nous entrons, ou bien nous sommes entrés dans la 6e extinction de masse. Et cette fois-ci, c'est dû à 80% à cause de l'activité de l'homme. L'homme qui agresse les forces de la nature que sont le feu, l'air, la terre et l'air. Donc, en agressant ces forces, l'homme va essayer de détruire son environnement. Et ces forces vont se rebeller. Et le retour du bâton, c'est qu'il y a les inondations. Le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique que nous sentons déjà. Il y a aussi les sécheresses, puisque l'homme détruit le couvert végétal, etc. Vous parlez aussi d'incendie. Exactement. Je n'ai pas compris le lien.
Le lien? Oui, l'incendie. L'incendie, ce sont les résultats de l'agression des forces de la nature. D'accord. Et quand il y a les inondations, aujourd'hui il y a les inondations, il y a la sécheresse, etc. Donc il y a un déséquilibre dans la nature. Donc c'est ce qui crée tout ce qui suit. Justement, donc avec vos pinceaux, vous interpellez la société sur ces mots, la guerre, la pollution et autres. Nous allons voir ensemble cette passion de l'art pictural que vous vivez depuis votre tendre enfance avec Franck Kouadio qui parle des enjeux de l'art pictural. On regarde et on en discute par la suite. La création plastique contemporaine part des origines de l'histoire coloniale de la Côte d'Ivoire, un héritage du savoir-faire pictural importé du vieux continent. Jusqu'au milieu des années 50, avec l'émergence de jeunes talents tels Michel Kouadio et Eblin Adengra Elengan avec son art naïf, qui sont entre autres ceux qui poseront les bases de cet art pictural ivoirien. De l'eau a beaucoup coulé sous le pont depuis, mais l'art pictural semble toujours aussi élitiste et pourtant... C'est l'artiste qui essaie de créer un monde à lui. Et ce qui fait que quand je vois une image, j'essaie de créer mon monde à moi. Donc je pense qu'il n'y a pas de frein, tout le monde peut comprendre, c'est un langage universel. Samir Zarour et Mathilde Moreau, ces deux éminents peintres ivoiriens, ne pensent pas si bien dire. Le terreau pour l'art plastique semble toujours fertile sur les différentes générations qui portent l'art. Stinka, James Oura, Tamsir Dia et des genres tels le Vouvou en 1985 qui donnent leurs lettres de noblesse à la peinture sur toile made in Côte d'Ivoire. Conquérir cependant un public et de nouveaux adeptes, faire fleurir les passionnés formés dans nos écoles d'art, affiner un circuit de vente et d'exposition efficace face à la rareté des mécènes aujourd'hui, s'ouvrir davantage au monde, subventionner et soutenir la formation reste toutefois autant de préoccupations. À quand une réelle émergence de l'art pictural en Côte d'Ivoire et à quelles conditions? La question vous est posée, M. Ousso Justin. À quand une émergence de l'art pictural en Côte d'Ivoire et à quelles conditions? Et l'art pictural émerge déjà. Parce que, bon, comme c'est un petit milieu, il faut être dans le milieu pour savoir. Sinon, il y a de grands noms de la peinture, des Ivoiriens qui sont connus à l'extérieur. Comme Ousso Justin? Oui, pourquoi pas. Il y a d'autres, nos dévanciers, des personnes comme James Oura, comme Monébou, comme Jansin, qui sont connus à travers le monde. Alors, quand on parle d'émergence ici, je pense que l'idée, est-ce que ce public ivoirien est attentif? On sait quand même la cherté de vos toiles. Est-ce que ce public-là répond à vos expositions? Le public ivoirien, je veux dire. Oui, le public vient aux expositions, mais comme vous l'avez dit, il y a le coût financier. Donc, est-ce que... Pourquoi c'est si cher, vos toiles? Parce que ce sont des pièces uniques. Et c'est ce qui fait la différence entre l'artiste et l'artisan, justement. Parce que l'artiste, il ne vend que les pièces uniques. Il ne reproduit pas. Vos tableaux sont uniques? Oui, les tableaux sont uniques. Alors que l'artisan, lui, c'est un artiste, mais le fait de multiplier les œuvres, bon, l'artiste même, il peut reproduire la toile peut-être 6 fois. 6 fois, 7 fois, la 8e fois, ça tombe dans ce qu'on appelle le domaine public. Donc, dès lors qu'il y a 8, 10 personnes qui ont ça, ce n'est plus de l'art, ça devient de l'artisanat d'art. C'est ce qui fait la différence. D'accord, dites-nous, c'est le nom de l'artiste ou c'est la beauté de l'œuvre qui fait le plus vendre? C'est la signature. D'accord. C'est la signature, c'est-à-dire c'est le nom de l'artiste. Donc, quand l'artiste a atteint un certain niveau, on connaît son parcours, on connaît son travail, on sait que c'est l'œuvre de tel artiste, il est talentueux. Il suffit qu'il fasse un seul jet, qu'il signe, Picasso ou Oussou, on se dit que c'est quelque chose de bien. C'est qu'il a fait exprès, il sait ce qu'il fait. Donc c'est pourquoi c'est la signature qui est chère. D'accord. Alors, quelle est l'importance de l'art pictural dans notre société aujourd'hui? Dans notre société aujourd'hui, l'art pictural a sa place dans la mesure où ça rentre dans plusieurs domaines. Il y a d'abord le domaine social, il y a le domaine culturel et il y a le domaine économique. Donc l'art englobe ces 3 éléments. Donc l'art rapporte. L'art rapporte et l'art cultive aussi. Merci beaucoup.
Monsieur Oussou Justin, malheureusement, le temps nous persécute, mais en 2 mots seulement, là, je ne pourrais pas vous laisser sans poser cette question. L'art kangourou, c'est votre concept? Oui, c'est mon concept. Bon, l'art kangourou, c'est un concept qui essaie d'allier la matière, le support et le matériau pour en faire un tout indissociable comme la mère kangourou et son petit. Merci beaucoup, monsieur Oussou Justin. Merci de nous avoir partagé en quelques minutes seulement votre passion de l'art culturel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, l'art pictural. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez à 23h Colloque Le Balier. Moi, j'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver demain à la même heure sur ce même plateau à 20h.